grandes gueules sur RMC, RMC Story, Gilles William Goldnadel, Marianne Soubré, Etienne Yebig assisté au show des GG tous les jours, c'est possible, 06 60 61 00 60. 06 60 61 00 60 pour être avec nous demain par exemple avec Daniel Riolo, Fatima Aïd-Bounoua et Johnny Blanc, notre trio de GG. Le monde de Macron, c'est parti. RMC les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Dans le monde de Macron, la constitution des listes européennes a souvent été un casse-tête et on a appris que Marine Le Pen avait proposé à Éric Zemmour de la rejoindre sur la liste des européennes. Mais alors à quel poste, à quelle place ? Là, il y a un polémique parce que selon Marine Le Pen, ce n'était pas la tête de liste du Rassemblement national qui était proposée à l'essayiste polémiste Éric Zemmour, mais la troisième place. Et si on écoute Éric Zemmour, on lui aurait proposé la tête de liste. En tout cas, lui, il a décliné l'offre. Ce n'est pas mon métier. Voilà ce que dit Éric Zemmour. Ça vous semble logique que Le Pen propose à Zemmour de représenter le Rassemblement national aux européennes ? Etienne ? Bah oui. Oui, ça me semble tout à fait logique. Enfin, je veux dire, c'est pas plus ridicule que quand on offre une chanteuse une place sur une. Cher Zemmour, il a une représentation, une forte représentation médiatique. Donc c'est un peu. Il a un engagement, il a des convictions aussi, parce que outre la représentation médiatique. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit là-dessus. Je suis sûr que c'est sur sa renommée. Bien sûr qu'ils vont pas proposer à quelqu'un de gauche, mais je suis sûr que c'est sa renommée. Bon, son positionnement dans ses bouquins, ça aide. Mais je crois que c'est plutôt que les listes elles cherchent toutes un peu des vedettes et Zemmour c'est une vedette. Donc c'est évidemment qu'il partage beaucoup des choses du Front National, mais il cherche une vedette et puis Zemmour c'est une vedette. Gilles William. J'aurais été étonné si elle l'avait proposé à Edwy Plenel. Voilà, c'est ça. Mais à Éric Zemmour, je remarque pas un écart abyssal des positions de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, donc c'était un choix plutôt. Ça aurait été un bon choix. Oui, je trouvais que c'était. Il est connu, il est talentueux. Il est connu, il est talentueux. C'est une star. Et il est éloquent. Non, ce qu'on aurait pu trouver étonnant, c'est que Éric Zemmour n'a pas toujours été tendre vis-à-vis de Marine Le Pen. Et notamment dans la dernière période. Donc, elle a pas. Lui, il est pour l'union des droites, Éric Zemmour. Ce qui n'est pas tout à fait la stratégie de Marine Le Pen. C'est plus la stratégie de sa nièce, Marion Maréchal Le Pen. Oui, si on fait un peu de politique, on va un peu dans le fond des choses. Maintenant, si tu veux, pas tout à fait la même. Maintenant que le stratégie. Rassemblement national est en tête à droite, ils sont moins. Ça suffit pas avec la proportionnelle, oui, mais dans un scrutin majoritaire, malheureusement, ils ne pourront jamais arriver au pouvoir sans alliance. Bien sûr, mais ils sont moins pressés que lorsqu'ils étaient en deuxième, position. D'une certaine manière, le vote utile à droite, c'est plutôt eux maintenant. Donc, effectivement, ils sont moins dans un scrutin proportionnel. Oui, d'accord. Donc non, moi je vois pas tellement le sujet. Honnêtement, ça m'étonne pas du tout. Il paraît que c'était la première, numéro 1, numéro 3, je sais pas, je sais pas, mais enfin je suis pas étonné. Ça, c'est important. C'est très important. Ah non, numéro 1 et numéro 3. Ah non, mais je comprends bien. Si la thèse de ce qu'on lui aurait proposé, la première place est réelle, je comprends parfaitement qu'il aurait accepté d'être en numéro 1 et pas en numéro 3. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que j'en sais rien. À cette élection, on propose beaucoup de têtes de liste aux écrivains, aux philosophes. On a quand même Raphaël Glucksmann, Bellamy, on aurait eu Éric Zemmour. Est-ce que ça montre que la classe politique traditionnelle, finalement on s'en lasse et qu'on cherche à trouver une autre façon de faire de la politique avec des gens qui au départ ne font pas de politique? C'est le cas de Marianne Glucksmann, par exemple. C'est un peu ça parce que, déjà, il faut remarquer que sur le fond, Éric Zemmour dit juste j'ai refusé parce que ça n'est pas mon métier. Il ne dit pas qu'il a refusé parce qu'il aurait été en désaccord avec les positions du Rassemblement national, etc. Donc ça devient extrêmement clair. Par contre, sur la communauté d'idées qui existe entre Éric Zemmour et Tu fais pas une découverte là? Pas du tout. Mais lui, il affirme, à mon avis, beaucoup plus clairement qu'il l'a fait jusqu'à présent. Comme toi-même, tu disais que parfois il n'a pas forcément été tendre avec Marine Le Pen. Non. Là, en réalité, il n'a pas dit j'ai refusé parce
parce que j'ai des désaccords. Il a dit j'ai refusé parce que ça n'est pas mon métier. Donc ce qui prouve bien. Avant, il était plutôt dragué par les Républicains. Voilà. Maintenant, il est manifestement, dragué par le Rassemblement national. Manifestement, il adhère au discours du Rassemblement national. Mais ça, c'est juste objectif. Moi, je me prononce pas sur le reste, mais manifestement, voilà. Après, moi, je trouve que de la part du Rassemblement national, d'ailleurs, exactement. Alors après, le Parti socialiste, enfin, je veux dire, ils n'ont pas aujourd'hui l'envergure, hélas, qu'a le Rassemblement national. Mais je trouve que de la part du Rassemblement national, mettre quelqu'un qui n'était pas un politique n'était pas forcément une bonne idée. Parce que finalement, on a besoin de gens qui font de la politique habituellement. Et c'est vrai que Jordan Bardella, de ce côté-là, malgré son jeune âge, il est au fait des mécanismes, etc. Je ne suis pas sûre que Zemmour soit justement, un professionnel. C'est ce que dit Olivier, c'est ce qui prouve qu'aujourd'hui, bah oui, je ne suis pas sûr que les électeurs, pour des élections de ce type-là... Oui, il y avait eu Cohn-Bendit qui avait eu un très beau score. Enfin, soit en quête d'un politique plutôt que d'une personne qui a une forte représentation symbolique. Qui est un désamour que je déplore, populaire pour les politiques. C'est ça. Ça n'est pas nouveau. Je me permets de vous rappeler que maintenant, il y a des comiques qui sont à la tête de certains États ou à certains partis. Entre Pepe Grillo ou aujourd'hui à la tête de l'Ukraine, quelqu'un qui était comique, ça montre encore une fois le discrédit que je considère comme excessif et injustifié à l'égard du personnel politique. Voilà, moi je pense que le personnel politique n'est ni plus ni moins critiquable que le personnel médiatique, que les avocats, ou que les facteurs. Oui, mais quand on va chercher des philosophes, des écrivains, ça dit quand même quelque chose du rejet des politiques traditionnelles. Oui, mais aussi, ça pourrait aussi vouloir... Manon Bry, je pourrais même citer Manon Bry, qui est une militante associative, mais qui n'est pas une élue. Tu le vois par le côté négatif, on peut aussi l'imaginer par le côté positif, c'est-à-dire que les Français ont envie aussi on va voir s'ils ont vraiment envie de redonner à la politique quelque chose de la pensée. Étienne, on verra si c'est pour faire le même taux d'abstention qu'il y a 5 ans, ça sera quand même la démonstration que c'est pas forcément ça le problème. Maintenant, j'attire votre attention. Les appareils politiques se disent que peut-être il faut de l'intelligence et de la réflexion. Ils essaient de tirer les leçons du dégagisme, de l'arrivée de Macron au pouvoir, parce que finalement Macron, qui n'était pas un politique traditionnel, pas un élu, est arrivé en très peu de temps et a déjoué toutes les règles politiques françaises. Il fallait être un élu de 40 ans pour arriver au pouvoir. Ce qui est amusant, c'est que on ne le propose que pour les élections européennes. Bah oui. Non mais j'attire votre attention sur le fait que... Pas de casserole aussi. Excuse-moi, mais il me semble que Éric Zemmour, pas de casserole, mais il me semble qu'il a eu des condamnations quand même. Pas de casserole politique. Oui, mais quand même, je veux dire, c'est pas non plus quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui aurait jamais été condamné par la justice. J'attire votre attention sur la professionnalisation de la vie politique n'est pas forcément une bonne chose. On peut parfaitement, je me permets de vous rappeler qu'un très grand homme politique était un militaire. Le général de Gaulle n'était pas un politicien. Donc, on peut parfaitement avoir deux vies aussi, avoir une vie intellectuelle et après avoir une vie politique. Bien sûr. Bon. Dans le monde de Macron, on a une association, l'association Women in Hollywood, qui reproche à Alain Delon ses prises de position homophobes, anti-migrants, et donc elle milite ou elle veut pétitionner contre cette palme d'honneur qui doit lui remettre à Cannes. Oui, alors la pétition, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elle rencontre non plus une vague d'adhésion sans précédent, mais elle veut remettre en cause l'idée que Alain Delon soit salué, célébré, commémoré comme il se doit par le Festival de Cannes, et le Festival de Cannes qui s'ouvre aujourd'hui. Donc il est quoi? Alors Alain Delon serait raciste, il serait homophobe. Et misogyne. Alors il serait homophobe parce qu'il s'est prononcé contre l'adoption par les couples gays d'enfants. Alors est-ce qu'on peut être contre sans être homophobe? Il est jugé raciste, il est jugé également violent, et donc tout cela, c'est un procès qu'on fait à Alain Delon. Il ne serait pas digne de recevoir les honneurs du Festival de Cannes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très américain, hein, c'est très américain. C'est-à-dire à un moment, une association monte un dossier sur une personne et puis va étudier sa bio et va retrouver. Alors là, vous voyez, tout à l'heure, c'est marrant, on parlait du patriotisme. Moi, alors là, je suis pas un fan du tout d'Alain Delon. Mais alors qu'une association américaine vienne mettre ses pieds à Cannes en nous disant... C'est un festival international. Qu'on doit non, mais attends, qui viennent mettre ses pieds en nous disant ce qu'on doit faire
rien que ça me donne envie de faire exactement l'inverse. Alors, Dieu sait si je suis pas un patriote au sens extrême du terme, mais alors là, je vois pas ce qu'ils viennent mettre leur plate-bande, leurs pieds dans nos plates-bandes. Donc, vive Alain Delon, c'est un très grand acteur français. Vive Alain Delon, vive la France. Oui. Non, mais moi c'est pareil. Enfin, je veux dire que les Américains restent avec leur pétition et qu'ils se la gardent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on en est à vouloir tout revisiter, à vouloir tout interdire. C'est la police de la pensée. Mais écoute, tu as aujourd'hui Harvard qui a écarté un de ses professeurs. Pourquoi est-ce qu'il a écarté son professeur ? Parce que ce professeur, qui est aussi avocat, est l'avocat d'Harvey Weinstein, sous la pression des étudiants, sous la pression de groupes comme celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être avocat et professeur de droit. On n'a plus le droit d'être Alain Delon, qui est quand même... Alors là, moi, je ne parlerai que de l'acteur, parce que c'est l'acteur qui doit être honoré. C'est l'acteur Alain Delon. Alain Delon est un des plus grands acteurs français. Il est connu dans le monde entier. Et aujourd'hui, on vient nous dire, mais regardez, il s'est prononcé d'ailleurs contre l'adoption par des homosexuels, mais il n'a pas le droit de le penser. Il n'a pas le droit de le dire. Il y a un moment aussi où tout devient interdit. Tu as ça aussi à la Sorbonne, lorsque des étudiants s'en prennent à une pièce. Il y a quand même, et c'est très américain, mais il y a ce mouvement américain arrive en France. Bien sûr, avec ce mouvement-là, on va jeter. Quand c'est les Français qui le font encore, ça va. Non, mais on va brûler tous les livres de Louis-Ferdinand Céline, qui était un abominable antisémite, mais qui pour autant a écrit des chefs-d'œuvre. Bon, avec ce raisonnement-là, si tu veux, on ne fera plus rien. Donc évidemment, qu'il garde sa palme d'honneur. Bravo! Gilles William. Non, moi, d'abord, j'ai beaucoup de sympathie, d'admiration pour Alain Delon. Et je n'accepte de traiter votre sujet très sincèrement parce que Le contrat est forcé. Oui, non, mais non, j'ignore tout de cette association et je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait réagir par rapport à quelqu'un qui a... Parce que Delon est un personnage controversé, non, moi, je n'accepte... Non, mais tout le monde est controversé. Non, pas tout le monde. Non. Alors justement. Non, mais Alain Delon, c'est toujours quelqu'un qui a des prises de position un peu tranchées. Oui, mais tranché, mais pardon, mais tranché, ça veut dire quoi tranché ? Non, mais pardon, je n'accepte de parler du sujet parce que ça en dit long sur certaines associations, américaines ou pas, je sais pas, parce qu'il y avait des gens qui refusaient qu'on visionne les films de Polanski à la Cinémathèque française. C'était pas des Américains, ça. Et qu'on lui remette un César. Ça montre l'intolérance qui existe, pas n'importe où, mais dans une portion de l'extrême gauche aujourd'hui. Oui, mais qui a des ramifications. Aujourd'hui française, je suis désolé, il n'y a pas d'association que je sache ou que vous traitiez qui estime qu'il faut, par exemple, ne pas donner de palme à M. Almodovar sous prétexte qu'il serait très à gauche. Ça n'a aucun sens. Ça ne viendrait pas à l'idée. Ça ne me viendrait pas à l'idée. Et j'apprécie beaucoup l'œuvre d'Almodovar. Donc, je veux dire que je profite de la circonstance pour vous montrer où siège aujourd'hui le plus massivement l'intolérance. C'est tout ce que j'ai à dire. L'intolérance, justement, la bien-pensance, c'est ce qu'a fustigé Patrick Sébastien. Et on l'a fait grande gueule du jour, le camarade Patrick Sébastien. Et ce sera notre prochain sujet de discussion dans les GG, puisque vous savez qu'il a tiré le rideau samedi dernier. C'était la dernière des années bonheur. Donc Patrick Sébastien, il a une carrière à côté, il a ses disques, il a ses spectacles. Mais tout de même, la fin des années bonheur, pour lui, c'est une manière de dire aussi, vous voyez, à la télé, on ne veut plus des émissions populaires. On est dans la bien-pensance. Je représente quelque chose dont le service public ne veut plus. Un Français de plus de 50 ou 60 ans qui faisait des spectacles pour la famille. Et ça, c'est terminé. Et il dénonce cette bien-pensance. Et il dit, je suis victime de 2-3 personnes, finalement, qui décident au nom des autres. Est-ce qu'il a raison, Patrick Sébastien? Est-ce que le service public n'aime pas la télé populaire, la télé familiale? 3216 rmc.fr et on en parle dans un instant avec vous sur RMC dans les GG. RMC, 9h midi, les grandes gueules.